Chapitre 9. Le droit d'asile. Martin suivit le moine le long d'une allée. Il faisait très sombre quand un nuage cachait la lune. Le garçon n'était pas rassuré. Il le fut encore moins lorsque son guide ouvrit une porte basse et le fit entrer dans une cellule. « Mon père, tenta-t-il d'expliquer au moine qui déjà allait le quitter. J'ai déniché un oiseau de proie et c'est pour cela que le Seigneur... Nul n'est tenu d'expliquer pourquoi il demande asile. » La voix était grave, un peu étouffée par le capuchon. Le ton avait une certaine onction et, en même temps, une autorité qui supprimait tout désir de conversation. Martin se retrouva seul. Point d'autre lumière que celle de la lune quand le vent ne l'enveloppait pas de nuées. Une sorte de lit avec une couverture et une paillasse qui sentait bon les herbes séchées. Cette odeur rappela à l'enfant certaines vieilles pailles qu'il avait connues dans une cellule bien plus inquiétante. Les larmes qui lui venaient aux yeux lui parurent donc injustifiées, et il les ravala. N'était-il pas bien ici, et à l'abri? À l'abri surtout, du vent, de la pluie, de la faim, des hommes d'armes. À une volée de flèches tout autour du monastère. Personne ne devait se saisir d'un fugitif. Le Seigneur lui-même ne pouvait violer le droit d'asile. Les moines, en ce siècle de violence, faisaient respecter cette règle de miséricorde. Allons, un peu d'énergie! Pour lutter contre l'attendrissement sur lui-même qui le guettait, Martin continua l'inspection de son nouveau logis. Une table, sous la fenêtre, portait une chandelle. Il y avait encore une chaise. Une petite croix, accrochée au-dessus du lit, paraissait noire sur le mur blanc. Martin, avec la foi très simple des bonnes gens, se sentit réconforté. Il se mit à genoux, fit le signe de la croix, et balbutia les premiers mots de la seule prière qu'il connut. Il aurait voulu prier avec ferveur, mais il avait trop sommeil. Les mots chuchotés, bientôt, furent plus hésitants. La pensée s'envola. Il fit un nouveau signe de croix, un peu plus rapide que le premier, et se coucha. La journée passée dans les bois, les courses à travers la campagne et toutes les émotions ressenties eurent raison aussi de sa tristesse. À peine étendu sur la paillasse, la couverture au menton, il s'endormit en écoutant le vent. Les cloches des matines ne le réveillèrent pas. Personne ne vint le voir, personne ne s'occupa de lui. Les moines, habitués aux pèlerins, aux voyageurs de toutes sortes qui s'arrêtaient un soir pour repartir le lendemain à l'aube, ne prêtèrent aucune attention à ce jeune traîne-chemin. Le frère jardinier, quand Martin lui demanda où il pourrait obtenir quelque chose à manger, lui indiqua du bout de la boue avec laquelle il désherbait le cloître la direction du réfectoire. Sa haute taille, son visage d'ascète et surtout sa réponse muette ôtèrent à l'enfant le peu d'assurance qu'il lui ressentait. À l'heure du déjeuner, debout à la table réservée aux hôtes de passage, il écouta le bénédicté avant de s'asseoir devant une assiette de soupe. Les religieux, au nombre de 7, mangeaient en silence. La cruche d'eau allait de l'un à l'autre. Les morceaux de pain dans la corbeille correspondaient exactement au nombre de convives, pas un de plus. Après le repas, Martin erra dans le cloître, à l'abri du vent. Il s'adossa à un pilier auprès duquel des roses trémières ouvraient leurs dernières fleurs, attardées par l'automne. Il était là, à contempler le jardinet, quand il entendit « Psst !» Un religieux faisait en se hâtant le tour du cloître. Chauve et rose, comme seuls le sont certains moines. Son visage n'était que sourire. Il souriait des lèvres, des yeux, des pommettes brillantes, des sourcils blancs. « Je vois que vous ne savez que faire. Venez avec moi. » Martin hésita. « Si, venez, vous m'aiderez, insista le moine sans cesser de sourire. » Martin se leva. L'un marchant devant l'autre, ils traversèrent le jardin potager, le cimetière, et arrivèrent devant les dépendances du monastère. « Je ne suis pas fâché d'avoir de l'aide, dit le moine en souriant toujours. Et plus bas, il ajouta, et aussi un peu de conversation. Pendant tout le trajet, il n'avait pas prononcé un mot, suivant ainsi la règle de la maison qui se vouait au silence. Mais ici, c'était son domaine. La règle pouvait y être contournée, et frère Vincent n'attendit pas une seconde de plus. « Je suis chargé de la fabrication des fromages. J'ai de la besogne pour toute la journée. C'est bien simple, j'arrive toujours aux offices au dernier coup de cloche. » Il souriait en disant cela, heureux de son innocente indiscipline. Dans ce lieu de solitude, il s'était fait un isolement personnel. Il
il fit entrer Martin dans une petite table où, sous une voûte romane, une vache s'accommodait pour ruminer de l'exubérance des 3 chèvres. Voici mon troupeau. Oui, mes mignonnes, on va vous traire. Eh bien, ajouta-t-il en se tournant vers Martin, je vous ai trouvé du travail. Allez donc me chercher ce cuveau là-bas, sur l'étagère. Ce que voulait surtout frère Vincent, c'était quelqu'un à qui parler. Tout en trayant la vache, il poursuivit son monologue, qui n'attendait pas de réponse. Vous êtes donc entré ici. Vous êtes un peu jeune pour avoir une vocation bien assise. Mais Dieu appelle quelquefois ses serviteurs très tôt. C'est bien, mon fils. Mais... Oui, je sais. Peut-être pendant quelque temps pourrez-vous m'aider à faire les fromages. J'en parlerai au Père supérieur. Oh, il faudra se montrer habile. Je ne suis pas venu pour... Bien sûr, rien ne presse. Dieu vous a sauvé, c'est l'essentiel. L'autre cuveau. Non, pas celui-là, l'autre à côté. Il y a 30 ans que je suis ici. Au début, j'étais jardinier. Je crois que le Père supérieur m'avait donné cette tâche parce que je déteste faire pousser des légumes. Un chou, c'est bête. À moi, on ne demandait que de faire pousser des fèves et des choux. Le pis tarissait l'un après l'autre sous les doigts experts de frère Vincent. Au dernier, le moine se leva lourdement. Maintenant, on m'a donné les tables, et j'en suis content. Je parle avec mes chèvres, avec vous. C'est plus agréable quand on a une vraie conversation. Mais elles me répondent, elles aussi, à leur manière. Venez, nous allons faire du fromage frais. Ils passèrent dans une pièce qui servait de laiterie. Tout y était d'une propreté méticuleuse. Des pots de grès s'alignaient sur une planche. Une table de chêne, lavée à grande eau, tenait tout le centre. Une autre table, de moindre importance, occupait un coin. Dessus, des jattes de lait caillé attendaient à l'abri d'une gaze qui les protégeait des mouches. 2 petites fenêtres assuraient une bonne ventilation. L'une d'elles donnait sur la campagne. Martin en revoya le pays familier, se demanda par quel enchaînement de circonstances il se trouvait dans un monastère avec ce moine qu'il ne connaissait pas. Pour un faucon déniché, pensa-t-il. Combien de temps vais-je passer ici? Est-ce qu'il faudra que je me fasse moine, moi aussi? Le mur d'enceinte, soudain, lui parut bien haut. Qu'allait-il advenir si la mère n'obtenait pas sa grâce? Il resterait toujours ici à faire des fromages avec frère Vincent. Celui-ci était bavard, mais il travaillait. Il sortit d'un coffre un grand morceau de toile fine, qu'il déplia, puis tendit devant la fenêtre pour en mirer le tissage. Je me méfie toujours des trous. C'est effrayant la quantité de fromage qui peut passer par un petit trou. On croit pouvoir nourrir toute la communauté avec 2 jattes de lait, puis hop, on soulève le tamis et il ne reste plus rien. Tout en parlant, il étala l'étoffe sous une grande bassine. À l'aide d'une louche de bois, il versa le lait caillé, puis, comme le tissu s'alourdissait sous le poids du fromage, il en fixa les 4 coins sur la table avec 4 galets. Écoutez les bélés, je sais bien ce qu'elles veulent les coquines. Quand je fais des fromages à conserver, je les parfume avec du romarin ou du fenouil. Je vais cueillir mes plantes dans les collines et à tour de rôle, je les emmène. Cela les change du pré. Aujourd'hui, vous pouvez toujours bêler, nous ne sortirons pas. Puis, s'adressant de nouveau au garçon, nous irons demander de la ciboulette à frère André. C'est lui qui m'a remplacé au jardin. Je le connais, il arrachait les mauvaises herbes dans le cloître ce matin. Ah oui, vous lui avez parlé? Mais il n'en dit pas plus. S'il y avait un peu de jalousie entre le frère André et lui, ou un peu de chicane, il sut le contenir dans sa réserve monacale. Il reprit son sourire et, pour avancer davantage en besogne, mira devant la fenêtre un second morceau de toile. Prenez une cuillère et goûtez-le en prélevant légèrement pour ne pas abîmer la forme. Vous me direz s'il n'est pas trop sec. Vous voyez que c'est Dieu qui nous envoie. Nous, les moines, plus que tout autre, nous ne devons pas pécher par gourmandise. Vous m'évitez ainsi un péché. Martin goûta le fromage. Alors, délicieux. Vraiment? Martin en reprit. Je vous assure. Pas trop de sel? Non. Assez quand même? Oui. Frère Vincent saisit une autre cuillère, en racla le fromage. Fit-il la cuillère en l'air. Puis après un temps de réflexion, parfait.